Et à tous, j'espère que vous allez bien. La journée de MTL Connect se poursuit avec de magnifiques présentations depuis le début de l'événement. Alors, on poursuit cette programmation-là avec une nouvelle conférence qui touche le numérique, évidemment, avec une petite question qu'on va vous poser. Saviez-vous que le numérique est responsable aujourd'hui de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde? Et que c'est un pourcentage qui risque peut-être encore de s'accroître, évidemment, avec l'implantation de plus en plus de numérique autour de nous. Alors, on peut dire qu'il a impacté nos vies de manière positive, évidemment, mais aussi de manière négative. Alors, pour réduire cette empreinte-là du numérique, que faut-il faire? Eh bien, peut-être que, sans doute même, celle qui va venir présenter dans un instant la conférence « L'importance du numérique responsable en entreprise et au sein de l'éducation », Christelle Girard va pouvoir répondre à cette question-là. Elle était webmaster, elle a été également développeuse web et elle a découvert, il y a eu un déclic. En 2019, elle a découvert la Greenit. Et aujourd'hui, donc, elle intervient dans le domaine donc, du numérique responsable auprès de diverses entreprises et elle présente aussi sa vision, ses précieux conseils auprès de diverses écoles et organismes de formation. On l'accueille, messieurs, dames. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là. Alors, c'est la première fois pour moi à Montréal. Et pour la petite histoire, ça fait un petit moment que j'ai envie de venir au printemps numérique. Je n'avais pas l'occasion, on va dire que ce n'était pas le bon moment sûrement. Donc aujourd'hui, j'ai cette occasion de venir à Montréal au printemps numérique pour vous parler de justement l'importance du numérique responsable au sein des entreprises, au sein de l'éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est très important. C'est pour ça que j'ai insisté pour venir à Montréal aujourd'hui. Donc je me présente à vous, je suis consultante et formatrice numérique responsable depuis 2019. Je travaille avec des entreprises et des écoles comme les Sub de Vinci, Digital School et LinkedIn Learning. Donc je fais partie du collectif Green IT et de l'Institut du numérique responsable qui est situé donc à Paris en France. Alors, avant toute chose, j'aimerais quand même qu'on définisse ensemble finalement qu'est-ce que c'est que le numérique responsable. C'est vrai que c'est un terme qui parfois prête à confusion. De quoi il s'agit exactement? C'est ce que je vous propose déjà de définir dans cette première partie ensemble. Donc, le numérique responsable, c'est la préservation de l'environnement. Car oui, le numérique est polluant, nous allons le développer un petit peu ensemble. L'accessibilité numérique, permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès au numérique et réduire la fracture numérique, car oui, elle s'étend de plus en plus et toutes les personnes sont concernées. Concernant l'environnement, vous le savez, je vous l'ai dit, le numérique est polluant. On a tendance à croire que c'est quelque chose de virtuel, mais ça ne l'est pas. C'est quelque chose de tangible. Cette pollution, elle existe bien. Et le problème numéro 1, justement, c'est la fabrication de nos terminaux utilisateurs. Est-ce que vous saviez que votre smartphone, avant d'arriver dans votre poche, faisait 4 tours du monde? Car oui, d'abord, il faut extraire du minerai, il faut le transporter, il faut le créer en composants électroniques, qu'ensuite on va assembler pour finir par créer un smartphone, un ordinateur, qui va finir dans un magasin, puis ensuite dans votre poche. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 34 milliards de terminaux utilisateurs. Ça fait à peu près 8 par personne. Je vous invite d'ailleurs vous-même à calculer ce soir en rentrant chez vous combien de terminaux utilisateurs vous avez. Vous allez voir, vous allez être très surpris finalement. Donc, le deuxième problème aussi, c'est la création de données exponentielles. Parce que ces données, bien évidemment, vous vous en doutez, il faut les stocker quelque part. Donc, il faut créer des data centers pour les stocker. Et ces données, elles sont exponentielles. Un petit like, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est une donnée qu'on va stocker. Donc, il faut la stocker quelque part dans des data centers qu'il a fallu construire. Et il a fallu évidemment du terrain pour les construire. Il a fallu également des serveurs, des composants électroniques, etc. Donc, on revient à la fabrication. Évidemment, ensuite, il y a d'autres problèmes, la création logicielle, etc. Tout ça, c'est des données. Il ne faut pas l'oublier. Tout ça, qu'est-ce que ça engendre? Et on ne s'en rend pas forcément compte. La disparition des métaux rares, qu'on appelle aussi ressources abiotiques
non renouvelables. Et j'insiste sur ce mot non renouvelable. Je vous l'ai dit, il y a du transport, il y a également la difficulté de recyclage. Aujourd'hui, on estime à environ 17,4% le taux de recyclage des DEEE, déchets d'équipements électroniques et électriques. Donc vous voyez, vraiment, ça ne fait pas beaucoup. Il y a aussi des produits chimiques qu'on utilise, donc pollution des sols, des cours d'eau, de l'air, l'utilisation d'eau, évidemment, pour la fabrication, les infrastructures créées pour l'extraction, la transformation et évidemment la vente de ces objets. Il ne faut aussi pas oublier qu'on a créé des routes sous-marines et terriennes pour pouvoir faire passer les câbles. Donc, vous le voyez, cette pollution numérique, elle est finalement vraiment tangible. Le numérique responsable, comme je vous l'ai dit, comprend également un autre volet qui est très important. C'est les personnes en situation de handicap. Ça peut être des handicaps visuels, donc je vous ai mis quelques chiffres en France, déficients visuels légers, déficients moyens, déficients profonds, mais il y a aussi d'autres handicaps qui ne sont pas forcément visibles ou visibles. Il y a des handicaps moteurs, handicaps auditifs, déficiences visuelles. Finalement, on a tous quelque part une forme de handicap avec le numérique, une forme de handicap même dans notre vie, qui se voit ou qui ne se voit pas. Au total, c'est environ 20% de la population. Et ces 20%, c'est aussi 20% du coup de personnes qui n'ont pas accès à vos services, vous, en tant qu'entreprise. Donc c'est très important de prendre ça en compte pour permettre à tous d'avoir accès à vos services. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que des personnes ont envie peut-être d'avoir accès à ce que vous proposez, mais ne peuvent pas parce que vos services ne sont pas accessibles. La troisième chose, c'est la fracture numérique. Je suis sûre que vous vous êtes tous dit à un moment donné, « Ouh là là, ça va trop vite la technologie, finalement, même moi, j'y comprends rien alors que je suis dans le métier. » On s'est tous dit ça à un moment donné où, effectivement, la technologie évolue tellement vite que parfois, on est un peu perdu. Donc cette fracture numérique, elle touche tout le monde. Elle touche plutôt les milieux modestes qui n'ont pas forcément plusieurs terminaux utilisateurs à la maison pour pouvoir s'entraîner. Donc elle touche un peu tout le monde en fait. On dit qu'environ 17% de la population souffre d'électronisme. Une personne sur 6 n'utilise pas Internet et un usager sur 3 manque de compétences de base. Moi, j'ai pu le voir en atelier. Effectivement, des fois, il y a des tâches très basiques qui ne sont pas accessibles car trop compliquées. Je vous donne l'exemple d'une maman qui voulait mettre en place sur l'ordinateur de son fils un contrôle parental. Ça nous a pris une demi-heure. Ça paraît fou, hein ? Et pourtant, c'était le cas, parce qu'il y avait des confirmations de ci, des confirmations de ça, des emails, des SMS. C'était tellement compliqué qu'on est parti dans un fou rire. On s'est dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est compliqué pour mettre un simple contrôle parental ?» J'ai eu aussi une jeune fille qui voulait mettre en place un logiciel sur son ordinateur. Elle ne savait pas comment faire. Pourtant, elle avait une vingtaine d'années. Mais elle n'avait pas l'habitude parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur chez elle. Donc, on lui a offert un ordinateur et je l'ai aidé à installer ce logiciel. Quand on ne s'entraîne pas, forcément, c'est très compliqué. Donc, il y a ces 3 volets à prendre en compte. Alors, pourquoi y remédier en milieu professionnel? C'est très important. Maintenant, les salariés, vous avez sans doute remarqué dans vos entreprises, ils ont besoin de donner du sens à leur travail. Même vous, tous les matins, quand vous allez au travail, vous avez envie de vous dire « Ok, ce que je fais aujourd'hui, ce que je vais faire, ça a du sens. » Parce qu'on a tous ces valeurs finalement écologiques, ces valeurs de solidarité en fait, qu'on a envie de mettre en œuvre tout au long de sa vie professionnelle. C'est l'occasion aussi de faire des économies, forcément. Quand on met des données sur un cloud qui est adapté à notre entreprise, évidemment, la mutualisation des outils, on peut évidemment réparer aussi les terminaux utilisateurs qu'on a en entreprise sans les multiplier sans cesse. Ça permet aussi de trouver de nouveaux clients. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'environ 20% de la population ne pouvait pas avoir accès aux services numériques. C'est autant de clients que vous perdez. Très important aussi, en tant qu'entreprise, vous pouvez montrer votre engagement pour un futur plus sobre. Attention, ne tombez pas dans le greenwashing. Je vous rappelle, le greenwashing, c'est dire qu'on fait quelque chose d'écologique, de vertueux, alors que finalement, on sait que ça ne l'est pas totalement. Donc, il faut être transparent. Plus vous êtes transparent, et plus vos clients seront ravis de pouvoir venir chez vous, tout simplement. Donc, il faut penser que l'entreprise de demain est une entreprise vertueuse, parce qu'on a tous envie, salariés ou chefs d'entreprise, de pouvoir mettre ça au sein de son entreprise. Alors, comment on fait? Tout simplement, au quotidien, il y a des bonnes pratiques
qui finalement deviennent des habitudes. Hein. C'est pareil pour les développeurs. Au départ, on commence à apprendre une technologie et finalement, on prend des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques qui deviennent finalement plus faciles parce que ce sont des habitudes. On peut éviter le rachat, favoriser la réparation, favoriser les appareils reconditionnés. Alors, je ne vous ai pas mis toute la liste hein, parce qu'elle est vraiment très très longue, mais oui, il y a des bonnes pratiques que vous pouvez mettre au quotidien pour réduire justement toute cette pollution, réduire la fracture numérique et lutter, enfin, mettre l'accessibilité en avant. Vous pouvez également, avec les parties prenantes de votre entreprise, vérifier que vous avez des valeurs communes et mettre en place, pourquoi pas, une charte d'engagement. Cela permet d'avoir des relations plus claires et puis chacun est d'accord avec finalement le but à atteindre. L'évolution de l'entreprise, vous pouvez également vous faire labelliser par un cabinet externe, faire appel à des experts pour vérifier l'efficacité des actions et toujours évidemment dans une optique d'une démarche globale et continue. J'insiste sur ce mot continu parce que le numérique responsable, ce n'est pas juste une fois et c'est fini. Non, c'est très important d'avoir une démarche qui est continue parce que les choses changent, les choses avancent. Donc il faut toujours vérifier ce qu'on fait. Est-ce que ce que je fais a du sens ? Ça a du sens pour qui ? Pour l'utilisateur premier. Retenez bien ce que je vais vous dire. L'utilisateur premier, c'est l'internaute. C'est pour vous que vous créez le service, ou alors votre client. Mais le service qui vous crée, c'est pour lui. C'est pas pour vous, c'est pas pour l'entreprise, c'est pour lui. On lui apporte quelque chose, un service. Donc c'est à lui, c'est lui que vous devez mettre en avant. Alors il y a quelques initiatives que j'ai vues au Québec. J'étais ravie de voir ces initiatives. Le sujet avance, c'est bon signe. La bibliothèque de Québec propose des ateliers gratuits pour aider à l'utilisation des outils numériques. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux, c'est très sympa. Il y a Incertec aussi, donc des ateliers pour les aînés à Montréal. Alors les aînés, mais bon, on a vu effectivement que la fracture numérique touche tout le monde finalement. Des dons d'ordinateurs, c'est très important. Tous les ménages ne peuvent pas s'offrir des ordinateurs à la pointe de la technologie tous les ans. Donc, c'est très sympa. Réparation de terminaux utilisateurs et la vente d'appareils reconditionnés. Arrêtez de jeter. Pourquoi on ne reconditionnerait pas ? Pourquoi on n'achèterait pas des appareils qui ont déjà servi, qui ont été réparés, qui maintenant sont tout à fait en usage ? Il y a aussi le MEPAC, c'est le mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, qui a des multiples actions de lutte. Alors, les métiers de demain, très important, l'éducation. Tous nos élèves maintenant qui sont à l'école, dans les écoles digitales ou bien dans les écoles, les collèges, les lycées, se préparent en fait au monde de demain, le monde du futur, avec des métiers. On le sait, le numérique maintenant est parmi nous, hein, on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler par rapport à cette conférence à quel point le numérique a changé nos vies. Alors, si on voulait ne pas polluer, finalement, on se dirait « Ok, on arrête tout ». Mais finalement, ça nous a bien aidé. Le numérique est dans l'évolution de nos métiers, de notre vie, en fait. Je vous donne un exemple. Pendant le confinement, on est tous contents de pouvoir communiquer avec une personne qui est à l'autre bout du monde. Donc, ça renforce les liens sociaux. Ça nous permet de nous former avec, par exemple, des organismes de formation qui sont à l'autre bout du monde. Ça renforce les liens sociaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire non à Internet, forcément. Mais par contre, on peut faire mieux. Et c'est comme ça qu'on peut faire mieux, avec le numérique responsable. En ayant conscience déjà de ça, c'est déjà un pas vers le futur. Donc les métiers de demain, vous l'avez remarqué, les métiers de la création, des logiciels, métiers de la cybersécurité, les métaverses, les métiers du design, alors data scientist, tout ce qui est lié aux données. Donc voilà. Tous ces élèves se préparent. Et comment on fait, du coup, pour préparer les élèves ? Est-ce qu'on leur dit, allez, vous apprenez et tout ? Non, on peut leur donner des solutions pour que nous, on puisse tous continuer à utiliser Internet, mais de manière plus sobre. Et vous verrez que les élèves y trouvent leur compte. Donc, le numérique au Québec, j'ai fait ma petite enquête et j'ai vu de très belles choses. La programmation est enseignée dès la 6e année au Québec. Je trouve que c'est une très bonne chose. Le développement aussi de la formation à distance, hein, de toute façon, même dans nos métiers, tout ce qui est Zoom, etc., toutes les formations à distance, tous les meetings qu'on a à distance se développent évidemment. Et la progression de la demande dans les métiers du numérique est estimée à 5,3% seulement pour cette année 2022. Bien sûr, les jeunes, ils ont bien compris que les métiers de demain, comme les parents d'ailleurs, ont bien compris que le monde de demain serait numérique. Alors,
J'enseigne évidemment dans les écoles à Paris, le numérique responsable. Et en fait, j'ai remarqué que les étudiants, ils adorent ça. Pourquoi ils adorent ça? Parce que, comme je vous le disais, ça donne du sens en fait à ce qu'ils font. C'est pas juste je crée un service et tout. On réfléchit à ce qu'on fait. Pour qui on crée les services? On crée pour un client. Qu'est-ce que ce client veut? De quoi il a besoin? Il a besoin de facilité. Ça, c'est sûr. Donc, les étudiants, comment dire, ils adhèrent en général. Ils adhèrent aussi, pourquoi? Parce que c'est très important de regarder les offres d'emploi. Le numérique responsable, maintenant, est beaucoup demandé dans les entreprises. Donc, en fait, le but, c'est de préparer les étudiants qui sont actuellement étudiants à leur futur métier, en disant, voilà, aujourd'hui, voilà ce que tu apprends. Tu peux l'apprendre de manière plus sobre avec le numérique responsable. Demain, tu vas pouvoir te différencier par rapport aux autres candidats parce que tu as ces connaissances-là. Et ils aiment beaucoup le fait aussi que ce soit très solidaire parce que du coup, comme on met de l'accessibilité, ça leur permet d'être solidaires avec les autres personnes, limiter la fracture numérique. Alors, ça peut être aussi tout simplement aider leurs parents, aider les grands-parents. Donc voilà. Comme je vous le disais, prendre de bonnes habitudes et apprendre à faire la part des choses. Ça, c'est très important et j'y tiens. Je dis tout le temps à mes élèves, le numérique responsable, dans le numérique responsable, il y a le mot responsable. Être responsable, c'est également être responsable de sa personne. C'est-à-dire, parfois, il faut pouvoir se donner la chance de stopper les notifications. Donnez-vous le défi, pendant une semaine, alors pas pendant une semaine parce que ça peut sembler beaucoup, mais vous mettez juste 1 heure dans la semaine où vous stoppez les notifications. Vous arrêtez Internet tout simplement juste pendant 1 heure. Allez profiter de votre famille, allez profiter de vos amis en réel. C'est ça aussi être responsable, c'est être responsable de sa santé parce que les notifications tout le temps peuvent être très fatigantes, vous le savez, vous en tant que professionnel, mais aussi les étudiants dans leur futur travail. Donnez-vous cette chance d'être responsable de vous, de votre personne. Donc, je tiens aussi à rajouter cela dans le numérique responsable. Donc l'éducation de demain, alors comment on fait? Tout simplement, on informe, on sensibilise les étudiants. Je les questionne aussi beaucoup sur leurs usages. Et c'est vrai qu'ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, etc. Et parfois, effectivement, ils ne se rendaient pas du tout compte de ce qu'il y avait derrière. Alors, on fait beaucoup d'exercices pratiques aussi. Pourquoi? Parce que ça les motive. Les étudiants, ils adorent la pratique. D'ailleurs, nous aussi, c'est très important de faire de la pratique pour se rendre compte. Donc, ça crée en eux de la motivation et se rencontre dans la vie réelle. Parce qu'il y a Emmaüs Connect en France qui propose des ateliers de lutte contre la fracture numérique. Et les étudiants, du coup, ils peuvent se rendre compte dans la vie réelle qu'effectivement, c'est pas si facile que ça, en fait, le numérique, pour les personnes qui sont éloignées de ce sujet. On fait aussi les classes inversées, donc c'est-à-dire selon recherche personnelle de l'étudiant, ce qui permet de l'engager. Très important, la veille technologique. Enseigner la veille technologique aux étudiants, c'est très important. Tout va très vite, donc il faut l'enseigner absolument. Sinon, forcément, on est très en retard. Les formateurs, en général, donc du coup, c'est des professionnels du numérique responsable en activité. Ça permet d'avoir des cas concrets qu'on a pu avoir sur les entreprises et sensibiliser les étudiants comme ça. Alors, il y a aussi un sujet très important qu'il faut prendre en compte. Comme je vous le disais, le numérique responsable est très important. Donc, bien sûr, pour capter une nouvelle clientèle, mais il y a aussi la loi présent qui s'en mêle. On a une loi française qui est passée il y a quelques mois, c'est très récent, vous voyez, novembre 2021, alors c'est presque 1 an, mais c'est quand même très récent. La loi Rennes, du coup, qui dit maintenant que c'est obligatoire les modules de numérique responsable dans les écoles. On prend le problème à bras le corps et maintenant on l'enseigne directement aux élèves. Comme je vous l'ai dit, ça leur permet de se différencier, de pouvoir mettre des bonnes pratiques tout de suite dans leurs usages pour limiter cette pollution. Il y a une loi également qui est apparue au Québec, donc en 2019. C'est la loi sur l'accessibilité, donc au Québec. Et cette loi sur l'accessibilité comprend un volet sur du coup les services électroniques, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément mis en place, mais je vous le dis effectivement, il y a ces lois qui existent. Donc ça veut dire que le problème est pris à bras le corps par les gouvernements. Alors, j'ai 2 partenaires du coup, avec qui je travaille actuellement au Québec. C'est Marc Tremblay, que j'ai l'occasion de vous présenter, qui est aujourd'hui ici présent. Merci Marc pour ta présence. Donc, qui est PDG et conseiller en accessibilité UX de l'agence SAT, donc expert en accessibilité. Donc, on travaille ensemble depuis 2 ans pour permettre du coup de créer du contenu et de travailler sur des projets qui sont en lien avec le numérique responsable et donc qui incluent
très important ce volet accessibilité pour tous. Il y a aussi donc Mastera, donc, de Cégep de Jonquière, qui a créé donc, le module Green IT et 3 certifications du coup collégiales en accessibilité, gestion design inclusif, accessibilité du web et accessibilité du contenu numérique. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'aimerais savoir si vous aviez des questions, je suis là pour ça. Oui. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant les statistiques montrées. J'ai bien compris au niveau en fait des personnes en situation de handicap que c'était les données en France. Pour le 3e volet, est-ce que c'était toujours les données en France par rapport à l'électronisme? Oui, c'est les données globales en France, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Parfait, merci. C'est vrai que globalement, la fracture numérique, elle est très marquée, sur tous les âges en fait. Hein, c'est ce qu'on a pu remarquer. C'est pas forcément, comme je le disais, que les personnes âgées, ce qu'on peut croire à tort. C'est toutes les personnes, vraiment. Oui. Super, bah, ravie de voir aujourd'hui, de vous voir. Et donc, justement, cette notion d'éducation numérique avec un volet plus responsable, moi, c'est une direction que je prends de mon propre gré et je fais partie des jeunes qui ont co-rédigé le manifeste sur le numérique responsable. Oui, je l'ai vu ce matin, bravo. Merci. Et en fait, ce que je réalise par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est encore extrêmement absent de tous les frameworks qu'on apprend à l'école et dans l'application. Et donc, ma question, c'est est-ce que il y a des recommandations de chercheurs, des ressources qu'on peut aller chercher? Parce que moi, je fouille et je fais une véritable veille, parce que mon objectif, c'est de centraliser ça pour que les gens puissent se former ensemble. Et j'ai encore du mal à trouver. J'ai rencontré un chercheur, Gauthier Roussil, je ne sais pas si vous le connaissez, qui parle justement de... c'est des seuils de numérisation. Oui. Parce que notamment, il dit au niveau des processus administratifs pour les outils gouvernementaux, aujourd'hui, c'est numérisé à 100%, mais ce n'est pas forcément hyper pertinent. Très compliqué, donc, oui, bien sûr. Je me demande, est-ce qu'il y a des démarches pour les frameworks pour aussi justement d'éviter de numériser à 100% les services et les produits qui nous entourent? Alors j'ai envie de dire oui. Alors oui, il y a des ressources en ligne, notamment avec le collectif Green IT dont je fais partie et l'Institut du numérique responsable. Il y a pas mal de ressources qui sont en ligne pour aider justement tous les corps de métier à pouvoir avancer. Il faut quand même pas se le cacher, le sujet est encore, encore timide, même si ça évolue beaucoup depuis que j'ai commencé en 2019, ça évolue vraiment pas mal. Mais il y a encore beaucoup de la recherche parce qu'à côté de ça, il y a des frameworks qui arrivent, il y a des langages qui permettent de créer des services plus rapidement. Mais voilà, il faut inclure ce volet. Donc on essaye de faire les choses au fur et à mesure des retours. Donc il y a des ressources en ligne sur, je le répète, le collectif greenit.fr et l'Institut du numérique responsable. Mais effectivement, c'est encore timide sur le sujet, à creuser. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Moi, je pense que j'en ai une. Vous donniez des exemples de lois qui ont été passées récemment. Est-ce que vous pensez que le soutien politique ou la prise de conscience politique est réelle? Et est-ce que vous vous sentez soutenu justement par... Alors oui, on se sent soutenu, mais il faut que les actions soient mises en œuvre. J'ai envie de dire, c'est pareil, quand on donne une conférence aujourd'hui, on parle du numérique responsable, il faut maintenant se mettre en action. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà calculer combien vous avez de terminaux utilisateurs, vous allez dire waouh. Donc on se sent soutenu, oui et non, j'ai envie de dire oui, il y a des actions qui sont prises, des livres qui sortent, etc. Plein mal de choses, mais maintenant il faut se mettre en action, il faut y aller maintenant. Maintenant, il faut mettre ça au sein de l'éducation pour tous, il faut que les entreprises s'y mettent. Parce que, comme je le disais, effectivement, il y a des ressources minières qui s'épuisent. On a une surconsommation, clairement, d'objets connectés. On a une surconsommation de données. On est tous devenus addicts. C'est un peu comme une drogue, j'ai envie de dire. On aime ça, finalement. Mais on peut continuer à l'utiliser, mais de manière plus sobre. Et si on met ça tout de suite en action, en se disant, voilà, les bonnes pratiques, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, est-ce que je ne me ferais pas 1 heure de pause pour profiter, comme je le disais, tout simplement avec la famille, pour revenir un peu à la réalité ? C'est bien, il faut le faire tout de suite, il faut le faire. Et je le disais aussi, donc Marc m'appuiera, j'en suis sûre là-dessus, sur l'accessibilité numérique. Il y a des personnes aujourd'hui, je vais vous donner les exemples, qui n'ont pas accès au numérique. Comme tu disais, tout numériser, d'accord ?
mais c'est quand même des données qui sont stockées, donc des data centers qu'il faut construire. Et à côté de ça, comment font les personnes âgées pour y avoir accès? C'est très compliqué, quoi. Je vais vous donner un dernier exemple avant de vous laisser, parce que je vois que j'ai dépassé le temps. J'ai eu, pendant le confinement, l'occasion d'aller m'échapper et faire un petit peu d'essence. Je suis tombée sur une personne âgée, un petit monsieur qui avait besoin de faire de l'essence. Il n'y avait personne, il n'y avait que les stations essence 24/24, où on met la carte et on fait l'essence. La personne était complètement perdue, elle ne savait pas comment faire. Donc le monsieur se retrouve au milieu de la campagne avec sa voiture sans essence. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'attendre que quelqu'un passe pour pouvoir faire de l'essence, parce que c'est trop compliqué pour une personne âgée. Juste mettre une carte, faire de l'essence, c'est déjà compliqué. Alors imaginez des démarches en ligne qui sont très importantes. Quand je dis démarches en ligne, ça peut être des démarches administratives, mais imaginez une personne qui est chez elle, qui a besoin de commander des médicaments. Comment elle fait s'il n'a pas accès? C'est très compliqué. Comment une personne âgée fait pour contacter sa petite fille ou son petit-fils à l'autre bout du monde s'il ne sait pas utiliser un visio, par exemple? Ça peut paraître désuet, mais c'est très important. Et ça peut être vos grands-parents, ça peut être vos parents, ça peut être quelqu'un de notre famille, en fait, tout simplement. Donc, il faut mettre ça en place tout de suite, c'est très urgent, pour permettre à tout le monde d'évoluer dans un monde qui évolue vers le numérique, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Alors, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à rejoindre ma page sur LinkedIn pour qu'on puisse rentrer en contact. Vous avez mon mail également qui s'affiche. J'ai été ravie d'être là en tout cas et merci beaucoup pour votre attention.